Bonjour, ravi de vous retrouver pour Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler parité dans les cabinets d'avocats avec Christine Darric, associée chez BCLP. On parlera ensuite protection juridique du jeu vidéo avec Pierre-Xavier Chaumiac de SAS, avocat fondateur de PCS Avocat. Et enfin, on parlera de la création d'une chambre dédiée aux contentieux émergents, devoirs de vigilance et contentieux environnementaux au sein de la Cour d'appel de Paris avec Mathieu Lantéry, avocat au sein de Bougart Chef, Moine et Associés. Voilà pour les titres. C'est parti pour Lex Inside. Comment favoriser la parité dans les cabinets d'avocats? On en parle tout de suite avec mon invité, Christine Darric, associée au sein de BCLP. Christine Darric, bonjour. Bonjour. 57% de femmes dans la profession d'avocat, mais seulement 40% d'associés, un peu moins de 40% d'associés. Alors, quels défis spécifiques rencontrent les cabinets d'avocats pour arriver à cette parité? Alors, en premier lieu, comme vous venez de le souligner, finalement, l'accès à la profession, c'est plus le sujet. On est quand même loin de 1900 où on a eu la prestation de serment de la première femme avocate. Donc, l'accès à la profession, c'est pas la difficulté. La difficulté aujourd'hui, c'est la progression dans le cadre du cabinet d'avocat. Donc, l'accès difficile à l'association, vous venez de souligner, 40%. Mais quand on regarde dans un certain nombre de cabinets internationaux, on est bien en deçà. Sachant qu'en plus, on a souvent deux catégories d'associés. Des associés locaux qui sont finalement sur une piste à une vraie association qui est l'associé, ce qu'on appelle, nous, equity. C'est-à-dire qui a accès finalement au capital et aux rémunérations les plus importantes. Et c'est là où le bât blesse, c'est là où on a véritablement une difficulté. Donc cet accès difficile à l'association, il s'explique par plusieurs raisons, il me semble. Il y a toujours ce sujet de la maternité et de l'absence, c'est-à-dire qu'on est dans des cabinets qui vendent de l'heure. Donc forcément, quand vous avez quelqu'un qui n'est pas là, la personne ne peut pas biler. Donc ça impacte forcément la rentabilité et la profitabilité. Et si ça peut être admis sur une période court terme, ça peut pas l'être sur une période long terme. Il y a également un sujet qui est un enjeu et qui est très lié à ce que je viens de dire, c'est-à-dire ces deux catégories d'associés, avec une égalité dans les rémunérations, qui est donc liée souvent à cette différence d'associés. On va retrouver beaucoup plus de femmes finalement d'associés non-equity qu'associés equity. On va retrouver plus de femmes chez les collaborateurs que chez les associés. Donc forcément, ça induit à niveau d'expérience égal une distorsion. Mais également dans les matières. C'est-à-dire que traditionnellement, certaines matières sont occupées plus par les hommes que par les femmes. On retrouvera notamment beaucoup plus les femmes en droit social, mais pas en droit des affaires. Et ça crée une distorsion parce qu'en droit des affaires, les rémunérations sont là aussi beaucoup plus importantes. Et puis, je pense qu'il y a un autre défi, mais qui, dans le temps, à mon avis, ne perdurera pas, c'est le sexisme ambiant. C'est-à-dire qu'on est toujours encore un peu sur une génération qui a vocation à partir à la retraite, qui est un peu gros cigare, vin rouge, black salace. Donc, il faut encore changer les mentalités. Exactement. Et avec un ordre des avocats qui est là-dessus en plein de très beaux discours, mais dans les faits, a beaucoup de difficultés finalement à mettre en application ces beaux discours. On voit encore aujourd'hui dans des cabinets de premier plan des avocats condamnés pour harcèlement sexuel sur des faits qui sont relativement voire graves et qui continuent à exercer dans des structures qui ont pignon sur rue avec des chiffres d'affaires très importants. Donc ces personnes-là, moi, elles devraient exercer en individuel, libre en est les clients qui veulent leur faire confiance, mais pas dans des structures où il y a des jeunes femmes qui peuvent arriver. Alors, selon vous, la profession n'a pas encore progressé sur cette question? Si, je pense qu'elle a quand même progressé parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frein à l'embauche. Enfin, je le vois vraiment. Moi, ça fait 25 ans que je pratique. J'avoue que quand j'ai commencé, c'était pas tout à fait la même ambiance. Aujourd'hui, il y a plus cette discrimination à l'embauche.
il y a une confiance qui s'installe. Il faut pas hésiter quand on est une femme et qu'on a un projet de vie personnelle, d'avoir un enfant, de se marier, de le dire à l'embauche. Je pense que les recruteurs aujourd'hui favoriseront cette relation de confiance et de transparence plutôt que d'avoir des personnes qui leur cacheront leur projet de vie. Donc, et c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Partir en congé maternité, c'est quelque chose de normal. Alors, il y a eu une évolution notable avec le congé paternité, puisqu'il est passé à 4 semaines pour les hommes. Dans mon cabinet, les hommes le prennent. Après, ils le prennent pas forcément en une fois, mais en plusieurs fois pour essayer de pas désorganiser les équipes. Ce sont généralement des équipes où il n'y a pas non plus pléthore de collaborateurs. Et l'absence, enfin, je veux dire, c'est un fait, désorganise quand même les équipes. Mais cette absence, elle est plus facilement acceptée maintenant? Elle est plus facilement acceptée et surtout, elle est gérée. Il faut avoir de la flexibilité dans le travail. Et cette flexibilité, elle a été apportée finalement avec le Covid, qui a accéléré de manière considérable les techniques pour pouvoir travailler chez soi. Tout le monde s'est équipé. Et puis, le Teams aujourd'hui, enfin moi, je vois, je suis dans une pratique fiscale, immobilière, grand compte, j'ai très peu de réunions physiques en réalité. En revanche, j'ai des Teams toute la journée. Rien ne vous empêche de faire le Teams chez vous et d'avoir une façon de gérer votre famille qui est un peu plus souple. Bien sûr. Alors, au final, quelles sont les solutions pour arriver à la parité dans les cabinets d'avocats? Alors, il me semble que déjà, la solution, c'est pas une affaire de femmes. C'est aussi une affaire d'hommes. C'est-à-dire n'avoir que des femmes qui se préoccupent de ce sujet, ça va pas. Je suis ravie d'être sur votre plateau, mais finalement, la personne aurait été un homme, ça aurait peut-être plus de poids que moi en tant que femme qui parle de ce sujet. Moi, je suis pas du tout contre le barbecue pour les hommes, au contraire. Je suis plutôt, je trouve ça très bien, n'en déplaise à certaines, mais je pense que ça doit être l'affaire de tous et pas uniquement l'affaire de femmes et de féministes un peu extrêmes. Alors, comment faire pour que ce soit l'affaire de tous? Bah déjà, il faut repenser le management et avoir quelque chose de beaucoup plus inclusif. C'est-à-dire, dans les cabinets, mettre ce sujet au cœur des priorités dans les schémas d'évaluation. J'ai un exemple qui me vient en tête. Chez BCLP, on a adhéré à la charte de l'Observatoire sur la parité des femmes dans le secteur immobilier, où là, on a un certain nombre d'objectifs. Donc, de se dire, par exemple, ne pas intervenir dans un panel d'une conférence exclusivement masculine, s'assurer qu'il y a quand même des femmes, essayer dans les instances dirigeantes de faire monter le plus possible de femmes, avoir des procédures internes qui permettent un retour au travail facilité. Donc je pense que le management, repenser le management, c'est un des points essentiels. Il y en a un deuxième aussi, c'est de revoir différemment l'organisation du travail. Comment ? Aujourd'hui, en réalité, la seule solution qui est apportée dans les cabinets d'avocats, ce qui n'est pas forcément le cas en entreprise, c'est le congé maternité, le congé paternité. Donc, on va allonger. Et donc, c'est une absence. Vous voyez, c'est une personne qui n'est pas là, qu'elle soit homme ou femme. La réalité, c'est comment finalement gérer le sujet une fois qu'on est revenu au bureau. Donc, c'est de prévoir un accompagnement lors du retour au bureau, peut-être avoir des absences qui sont finalement un peu plus gérées avec des réunions qui sont organisées pour permettre à la personne qui n'est pas là de se tenir au courant de la progression des dossiers. Je dis pas travailler, mais en tout cas se tenir au courant et être mis au courant de ce qui se passe au cabinet et d'avoir une gestion du retour. Je crois que ça, c'est la chose, c'est le challenge le plus difficile et de voir comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un système de coût fin, comme on le voit dans les grandes entreprises, où on aide finalement avec une allocation annuelle qui est donnée à des crèches privées. On aide les femmes et les hommes, puisque aujourd'hui on a le congé paternité qui va s'allonger. Macron en a fait l'annonce très récemment, de pouvoir finalement le fait de garder ses enfants et de mettre en garde ses enfants n'est plus un frein au retour. Voilà.
On va conclure là-dessus. On voit qu'il y a plein de solutions pour favoriser la parité dans les cabinets d'avocats. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. On poursuit Lex Inside. Quelle protection pour le jeu vidéo? Quelle protection juridique? On en parle tout de suite avec mon invité, Pierre-Xavier Chaumiac de SAS, avocat fondateur de PCS Avocat. Pierre-Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, comment la propriété intellectuelle est-elle gérée pour les créations issues de jeux vidéo par les joueurs tels que les mods? Alors, il faut comprendre avant tout que la protection de la propriété intellectuelle d'un jeu vidéo est capitale pour l'éditeur. Au fur et à mesure de leur création et de leur diversification, les jeux vidéo ont commencé à proposer aux joueurs d'éditer, de modifier et de créer des contenus au sein même du jeu, évidemment pour rallonger l'expérience de vie du jeu et ses cycles de vie. Dans ce contexte-là, justement, des créations intellectuelles ont pu être créées par les joueurs, ce qui pose une question sur leur propriété. Est-ce que ça appartient à l'éditeur, puisque c'est lui qui propose le support historique? Est-ce que ça appartient aux joueurs, parce que, selon les critères du code de propriété intellectuelle, ils apportent quelque chose et une valeur nouvelle empreinte de leur personnalité? Tout l'enjeu est là. Les éditeurs l'ont compris et donc sont extrêmement prudents et contractuellement prévoient justement que toutes les créations au sein de leurs jeux vidéo sont, autant que faire se peut, leur propriété ou en tout cas disposent de licences dessus. Certains éditeurs s'étant démarqués, par exemple Nintendo, refusant et luttant contre n'importe quelle création inhérente du jeu qui ne serait pas autorisée, là où d'autres éditeurs, comme par exemple Valve ou Riot, au contraire, encouragent cette production des joueurs qui consolide la communauté, améliore les relations et évidemment crée une expérience plus générale très appréciable. Alors évoquons maintenant le sujet des licences. Ont-elles évolué dans le contexte du marché contemporain et quel impact ont-elles sur les droits des joueurs? Historiquement, les jeux vidéo étaient distribués à travers des supports physiques. Les disquettes, les cartouches, les CD, les DVD-ROM, etc. Aujourd'hui, via Internet, tout s'est dématérialisé, de sorte que il existe toujours pour les joueurs une licence d'utilisation du jeu vidéo, mais il n'y a plus la propriété du matériel physique et du support physique. Cette chose est encore plus vraie lorsque aujourd'hui on utilise beaucoup en fait des plateformes au sein desquelles on peut acheter différents jeux. La première, la plus connue en tout cas, étant Steam. Dans ce contexte-là, la jurisprudence s'est récemment prononcée justement sur la possibilité de vendre la propriété du portefeuille de jeux des joueurs, notamment à travers ces plateformes Steam. Et c'est en fin d'année 2022 que la Cour d'appel de Paris a rappelé qu'il ne s'agit que d'une licence et donc les joueurs n'ont même plus la possibilité de pouvoir revendre leur compte. Tout ceci aujourd'hui n'est que simple licence orchestrée et gérée par les éditeurs. Alors, quelles sont les différentes formes d'actifs numériques présentes dans les jeux et comment ces actifs peuvent-ils avoir une valeur pour les joueurs? Alors, comme je le disais, l'objectif de l'éditeur est toujours de diversifier les systèmes de monétisation du jeu et de rallonger l'expérience du joueur. C'est comme ça que sont apparus ce qu'on appelle des skins, c'est-à-dire des objets numériques au sein du jeu que vous pouvez acheter qui vont mettre un chapeau sur votre personnage, changer votre arme si vous jouez à des FPS, etc. Et dans ce contexte-là, ce sont des actifs numériques, puisqu'ils n'ont pas de propriété matérielle. La question de leur propriété, en effet, a été un sujet, puisque la patrimonialisation de ces actifs, donc la possibilité pour un joueur de l'acheter sur le jeu et de le revendre après à quelqu'un d'autre, permettrait potentiellement une requalification de l'éditeur du jeu comme un casino en ligne. Puisque un joueur qui achèterait un jeu ou qui achèterait un objet numérique en ligne et le revendrait plus cher augmenterait son patrimoine à travers ce qu'on appelle légalement un jeu de hasard. L'autorité nationale des jeux s'était intéressée à cette question et aujourd'hui tous les éditeurs, bien évidemment pour éviter cette requalification de casino, garantissent encore une fois que n'importe quel actif numérique au sein de leur jeu n'est en réalité qu'un droit de licence et non pas de propriété. Donc en clair, on ne peut pas revendre ces skins ou autres objets qu'on achète dans les jeux. Aucun éditeur ne l'autorise et ne l'admet.
Alors maintenant, évoquons la diffusion de contenu au travers de streaming. Quelles sont les problématiques juridiques que ça pose quand on fait du streaming de jeux vidéo? Alors, à titre liminaire, le droit de la communication en France admet une variété en fait de régimes selon le support à partir duquel le contenu est diffusé. Pour l'audiovisuel classique à la télévision, les règles ne sont pas les mêmes que sur Internet, qui ne sont pas les mêmes qu'au sein de forums privés, qui dépendraient du respect de la vie privée et de la correspondance privée pour synthétiser. Donc, dans ce cadre-là, en effet, la création de contenu à partir de jeux vidéo s'est considérablement développé, notamment à travers des plateformes comme le fameux réseau social Twitch, le streaming, ou sur YouTube avec des vidéos où des joueurs se montrent en train de jouer ou font des analyses de contenu. À nouveau, l'intégralité du jeu vidéo est la propriété intellectuelle exclusive de l'éditeur. Dès lors, en principe, il est absolument nécessaire d'avoir son autorisation pour pouvoir diffuser ces contenus, sauf à être passible de sanctions civiles et pénales, notamment pour contrefaçon. Donc clairement, les youtubeurs qui diffusent du contenu, commentent les jeux, sont dans l'illégalité. Alors, vous en avez qui ont pu passer des accords justement avec des studios, c'est notamment le cas quand ils font la promotion d'un jeu à l'initiative de l'éditeur. Vous avez des plateformes comme Twitch qui a pu faire des partenariats avec des éditeurs assurant justement l'autorisation pour leurs influenceurs de pouvoir utiliser ces jeux. Et vous avez une catégorie plus fine qui connaît très bien les exceptions de droits d'auteur et qui, sur fond de courtes citations, sur fond d'analyse de jeux vidéo, en effet, n'ont pas à demander l'autorisation de l'éditeur pour cela. Pour les autres, les choses sont parfois plus compliquées. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. On continue Lex Inside et on va parler de la création d'une chambre dédiée aux devoirs de vigilance et aux contentieux environnementaux au sein de la Cour d'appel de Paris avec mon invité Mathieu Lantéry, avocat au sein de Bourgatcheff, Moine et associé. Mathieu, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quels sont les éléments clés de la structure et de l'organisation de cette nouvelle chambre au sein de la Cour d'appel de Paris dédiée aux contentieux émergents, devoirs de vigilance et donc contentieux environnementaux? Alors, ce qu'il faut savoir au départ, c'est que cette chambre, qui a été annoncée le 15 janvier dernier par le premier président de la Cour d'appel, a pour ambition d'offrir une chambre, une juridiction spécialisée, une juridiction d'appel spécialisée dans les contentieux environnementaux, dans les contentieux dits émergents. Et la clé, selon le premier président sur ce sujet, c'est de faire une chambre qui soit à la fois spécialisée et transversale en termes de compétences. Donc cette chambre, la chambre 5-12, qui sera présidée par Madame Marie-Christine Hébert-Pajot, se verra également complétée par 2 autres magistrats qui seront pris dans les autres chambres spécialisées de la Cour d'appel. Donc peut-être les chambres sociales, économiques, civiles et commerciales. Alors, quelles vont être les missions de cette chambre? Alors, les missions sont d'abord en termes de compétences. Hein, vous l'avez dit, il y en a 3. Le contentieux lié au devoir de vigilance, d'abord. Parce qu'il faut se rappeler quand même que la Cour d'appel de Paris a une compétence nationale sur le devoir de vigilance. Donc, c'est la principale mission, la principale compétence de cette chambre, ce sera celle-ci. On a ensuite un contentieux qui est en développement, qui est le contentieux lié à la publication des informations en termes de durabilité par les entreprises. Hein. On sait c'est lié à la directive. Exactement, voilà, c'est lié à cette nouvelle directive sur la publication d'informations durabilité. Donc c'est aussi une des compétences de cette cour. Et on aura ensuite le contentieux, les actions en préjudice environnemental d'une certaine complexité. S'agissant des missions, parce que là je vous parlais des compétences, mais en termes de missions, je vous parlais tout à l'heure de transversalité, mais il y a aussi, dans le discours toujours du premier président du 15 janvier dernier, une vocation à faire une chambre qui va harmoniser la jurisprudence, harmoniser le droit sur ces sujets, parce qu'on sait qu'il y a un droit en construction. C'est un droit en construction. On pense à l'affaire Total Energy, où on a eu des questions sur les compétences au départ, des questions sur la recevabilité des actions. Là, cette chambre, elle va avoir vocation à dire un petit peu le droit.
C'est de donner de la cohérence sur toutes ces questions de devoir de vigilance. Absolument. On dit souvent que la France est pionnière sur ces sujets de devoir de vigilance, contentieux environnementaux. Pourquoi? D'abord parce que la loi de mars 2017 sur le devoir de vigilance était inédite. Voilà. La première loi de cet ordre-là qui existe, qui a été faite en France et dont l'objectif est de faire peser sur les multinationales un devoir de vigilance quant au respect des droits fondamentaux, des droits humains, de l'environnement à l'égard de leurs sous-traitants. Ça, c'est unique, c'est-à-dire que c'était inédit. La France a fait ça pour la première fois et donc sur le plan législatif, nous sommes pionniers et d'autres pays d'Europe s'en sont inspirés. La Finlande s'en est inspirée, l'Allemagne s'en est inspirée, l'Italie aussi. Et là, on a un projet de directive en cours, de directive européenne sur ces sujets, qui est largement inspiré de la loi de 2017 sur le devoir de vigilance française. Mais sur le plan juridictionnel aussi, puisque cette chambre spécialisée est aussi inédite. Il faut savoir que le programme des Nations Unies sur l'environnement, qui a travaillé sur ces contentieux environnementaux, a fait savoir que la France était 7e mondiale en termes de quantité de contentieux environnementaux à l'échelle mondiale. Donc il y a un vrai sujet en France sur ce point, et c'est pour ça qu'on a créé cette chambre-là. Et en ce sens, on est là encore en France pionnier. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont conduit à la création de cette chambre? Alors, il y a effectivement deux facteurs principaux au-delà de l'harmonisation, de l'exigence de transversalité dont on parlait tout à l'heure, de la spécialisation. Je vous l'ai dit, d'abord, il y a une multiplication de ce type de contentieux. Le programme des Nations Unies que j'évoquais tout à l'heure révèle qu'entre 2017 et 2022, à l'échelle mondiale, on a doublé le nombre de contentieux sur ces sujets environnementaux, que ce soit le devoir de vigilance ou les actions environnementales. Et pourquoi? Parce que le justiciable, les associations, se tournent de plus en plus vers les juridictions, vers les juges, vers le pouvoir judiciaire, pour arbitrer les questions d'environnement, pour lutter contre la crise environnementale, contre la crise climatique. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et le deuxième grand facteur, parallèlement, c'est la prise de conscience, la réflexion profonde qui sont menées par les pouvoirs publics, par le pouvoir judiciaire, sur ces sujets. La Cour de cassation a rendu en 2022 un rapport sur l'appréhension pénale du contentieux environnemental et préconisant la création d'une juridiction spécialisée. Donc il y a une impulsion qui est donnée. Donc il y a une vraie impulsion, effectivement, sur ce point. Et les pouvoirs publics aussi, puisque le ministère de la Justice, l'année dernière, en 2023, a publié une circulaire qui, elle aussi, préconisait la création d'une juridiction spécialisée. Donc tout ça, finalement, est parfaitement cohérent et nous amène à la création de cette chambre spécialisée en contentieux dits émergents. On va conclure là-dessus. Merci Mathieu Lantéry d'être venu sur notre plateau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.